se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Donc il s'agit de 7 conseils que je vais vous donner pour trouver un stage au Canada et plus particulièrement au Québec. Puisque du coup c'est le deuxième stage que je fais, ma soeur aussi en a fait un, puis j'ai pu discuter avec divers étudiants. Donc je peux maintenant savoir, je pense, et vous donner les bons conseils pour trouver un stage à votre tour, que vous soyez au Canada ou bien en France. Donc déjà c'est vrai que lorsque l'on est étudiant, les professeurs nous mettent beaucoup la pression, peut-être aussi notre entourage, sur le fait de trouver un stage pour à la fois acquérir de l'expérience professionnelle, puis peut-être obtenir une place en maîtrise, mais également découvrir ce qui nous plaît. C'est vrai, mais parfois il y a quand même de nombreuses barrières qui viennent compromettre un petit peu le fait d'avoir un stage. Donc déjà il y a eu le Covid pendant plusieurs années. Ensuite il y a l'aspect financier parce qu'il y a certains stages qui nous plaisent beaucoup mais qui sont peut-être à Paris ou dans des grandes villes et qui nécessitent un logement, des déplacements, mais aussi de passer l'été sans travailler, ce qui peut être vraiment compliqué puisque la plupart de ces stages, lorsqu'on est en première, deuxième, troisième année, même quatrième année, sont non rémunérés. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et pour ma part, je n'avais pas fait beaucoup de stages, hormis des stages en cabinet d'avocat mais très courts. Et voilà, du coup je suis venue au Canada en n'ayant pas une très grande expérience, on va dire. J'avais quand même voyagé, j'avais quand même certains atouts, mais je n'avais pas cette grande connaissance au niveau des stages. Donc je suis un peu partie de zéro et je vais vous donner vraiment mon expérience à moi personnelle au Canada. Peut-être que certains conseils seront seront identiques pour la France, mais on va dire que ce ne sera pas forcément exactement le même contexte. Donc pour ma part, j'ai fait du coup un premier stage dans un organisme de coopération internationale et maintenant un deuxième stage en relations publiques. Donc quand même 2 stages assez différents, mais on va dire que le domaine se rapproche quand même. Et voilà, du coup je vais vous dire un petit peu les 7 conseils pour trouver un stage au Canada. Je ne mentionnerai pas que Twix participera un peu de loin à cette vidéo puisqu'il est toujours dans les parages. Donc si je devais commencer et donner mon premier conseil, donc ce serait tout d'abord de mettre son CV au format canadien. C'est le conseil que je donne à tous mes amis qui souhaitent venir au Canada, c'est déjà mets ton CV en format canadien. Parce que moi ce qui m'avait vraiment marqué, c'est lorsque je travaillais dans une boulangerie, donc auparavant, et en fait j'avais reçu un CV et en fait c'était un peu passé inaperçu, mais c'était une CV d'une française, puis il y avait vraiment les termes comme CAP, brevet, enfin des termes très français. Il y avait quand même pas mal d'expérience, puis un CV très solide. Mais au final, pour les Canadiens, ça va pas du tout les interpeller. Pour eux, ça ne signifie pas grand chose. Puis il y a parfois des non-diplômes que nous on donne, par exemple un bac+2 qui pour eux sont inférieurs ou vice versa. Donc il n'y a vraiment aucune signification. Puis peut-être qu'ils se disent aussi, si on n'a pas fait l'effort de changer notre CV, pourquoi on serait motivé à passer un entretien puis à venir dans leur entreprise. Donc vraiment, il faut modifier notre CV. Donc comment on fait? Déjà, il ne va pas falloir mettre de photos, il ne faut pas donner d'informations qui peuvent être discriminatoires. Donc on va dire qu'on ne va pas donner notre adresse parce que ça peut être une discrimination vis-à-vis du lieu. On ne va pas donner notre âge, on ne va pas dire quoi que ce soit qui puisse, on va dire, nous classifier dans une catégorie de personnes ou quoi que ce soit. Donc il faut rester le plus évasif possible sur le CV. Donc on va commencer, en fait un CV, comment c'est réparti généralement? Ils mettent quand même leur nom, puis leur numéro de téléphone et leur mail, donc on va dire en haut, en plein milieu. Ensuite, en dessous, il va y avoir une certaine catégorie. On va peut-être mettre, on va dire, 3-4 faits saillants. Donc ça peut être sur le niveau de langue, sur le diplôme obtenu avec un niveau le plus élevé, sur peut-être 3-4 qualités, enfin des choses comme ça qui vont vraiment, on va dire, pour marquer la personne qui va lire votre CV, parce que si elle reçoit 150 CV, elle ne pourra pas les lire tous en entier. Donc on va dire voilà, 3-4 éléments avec, généralement ils mettent des petites puces là, des petits points, et ils mettent les éléments vraiment importants. On veut marquer, on veut prouver que notre profil est super intéressant. Donc ça, je dirais que c'est la première partie du CV. Ensuite, ils vont parler des expériences professionnelles. Donc le mieux, c'est que si vous avez beaucoup d'expérience, vous allez mettre les expériences les plus pertinentes en rapport avec le stage que vous souhaitez. Mais généralement, comme c'est un stage, on n'a justement pas énormément d'expérience. Donc pour ma part, ce que j'ai fait, j'ai quand même mis les expériences les plus pertinentes, on va dire peut-être dans un premier temps. Et ensuite dessous, j'ai quand même mis le reste. Peut-être qu'on n'est pas forcément obligé de détailler autant. Pour les autres, j'ai vraiment mis par exemple mes missions. Pour celles qui sont moins pertinentes, on peut peut-être juste mettre les compétences que ça nous a permis d'acquérir. Donc par exemple, je sais pas, de la prise d'initiative, de l'autonomie, de la rigueur. Enfin des choses comme ça, on va dire que c'est les compétences qui nous serviront également dans le stage dans lequel on postule. Donc je dirais peut-être de mettre juste les compétences pour les expériences les moins importantes, puis pas non plus mettre toutes les expériences s'il y en a énormément, quand même faire un certain tri.
Cependant, contrairement à la France, le CV n'est pas obligé d'être sur une seule page. Généralement ici, comme on commence, c'est sur 2 pages. Voilà, il est recommandé de faire un CV sur 2 pages. Donc ils expliquent quand même bien hein, les missions qu'ils font, les tâches qu'ils accomplissent pour leurs expériences professionnelles, mais comme j'ai dit, pas pour toutes. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Ensuite, la troisième, ils parlent de leur formation. Donc là aussi, généralement, ils mettent des faits saillants, c'est-à-dire que si jamais ils ont écrit un mémoire, une thèse ou des choses comme ça, ils vont vraiment le mettre en priorité. Si c'est pas le cas, on peut mettre des cours qu'on a eu si c'est pertinent dans le cadre de ce stage, ou si on a participé à des clubs, si on a participé à des concours, des choses comme ça qui pourront... généralement, ils mettent plutôt ça. Au lieu de les cours qu'ils ont suivis, ils mettent plutôt ces faits saillants là, mais si on ne l'a pas fait, on peut très bien mettre des cours aussi très pertinents. Donc voilà, aussi oui, ça va être, je sais pas, président d'un club dans votre université, même dans votre lycée ou quoi, en fonction de votre âge, ça peut être vraiment bien. Et ensuite, à la fin, on peut mettre tout le reste, par exemple, s'il y a du bénévolat, des choses comme ça, on peut le mettre à la fin, des choses aussi qui sont très pertinentes. Mais oui, moi, ce qu'on avait quand même conseillé, c'est que les langues, généralement, on le met tout en haut parce qu'on est au Canada et du coup, il y a besoin, justement, dans les 3-4 faits saillants, tout au début du CV, il y a besoin généralement quand même de parler un minimum l'anglais. Et du coup, c'est quand même un plus de prouver dès le début de notre CV qu'on a certaines compétences en langue. Après aussi, tout dépend de vos compétences. C'est sûr que si vous postulez peut-être pour travailler dans une cuisine, vous n'allez pas être en contact avec des personnes. Dans ce cas-là, il n'y aura peut-être pas besoin. Mais si c'est un stage dans les bureaux, ça peut être une entreprise internationale, des choses comme ça, je pense que les niveaux de langue comptent énormément et voilà, il faut vraiment que ce soit très marquant. Donc ça, je dirais que c'est mon premier conseil sur le CV. Donc ensuite, mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser vraiment les réseaux sociaux, les réseaux internet. Donc on va dire qu'on peut utiliser Indeed ici. Il y a pas mal d'offres qui sont publiées dessus, des offres de stage, des choses comme ça. Après voilà, ça dépend aussi dans quel domaine. Ensuite, par exemple, si vous recherchez un stage dans tout ce qui est organisation internationale, surtout de coopération internationale, il y a souvent des sites reliés spécifiques. Donc soit vous allez directement chercher sur le site de l'organisation qui vous intéresse, soit il y a aussi des sites, je pense que c'est LAC aussi, il faudra que je vérifie et puis je vous mettrai une petite astérisque si ce n'est pas ça, sur le terme en fait qui regroupe toutes les organismes de coopération et internationale de Montréal. Ensuite il y a aussi le site de l'université si vous êtes inscrit à l'université ici. Pour ma part oui, je pouvais regarder les offres des stages sur le site de l'UQAM. Donc c'est ce que je faisais. Ensuite on va dire que ma collègue m'a dit, parce que je me suis dit mais où sortent les offres de stage dans l'entreprise dans laquelle je fais un stage, et on m'a dit qu'en fait il y avait un site au Québec, je sais pas si je pense que c'est que au Québec, pour tout ce qui est communication, marketing, relations publiques, c'est généralement sur ce site là que les entreprises publient, et donc il s'appelle l'ISARTA. Donc je pourrais vous mettre peut-être le lien également de ce site où on retrouve toutes les offres de stage dans ce domaine spécifique. Je pense que ça peut être peut-être la même chose pour le reste. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn parce que généralement on peut contacter des personnes que l'on trouve pertinentes en lien avec notre domaine. Donc c'est ce que j'ai fait. Généralement il ne faut pas forcément, je ne sais pas si j'ai envie de travailler dans une entreprise spécifique, il ne faut pas postuler, enfin il ne faut pas envoyer un message au directeur général. Il y aura certainement beaucoup de messages, même il ne sera pas du tout accessible si on n'a pas la version premium. Donc je vous conseille plutôt de viser des personnes qui sont plus accessibles, qui sont peut-être jeunes, qui ont peut-être le même parcours professionnel que le vôtre ou qui commencent à acquérir un certain poste, une certaine évolution. Mais voilà, essayez de les contacter, essayez de leur faire une demande d'amis, puis de leur envoyer un message en leur disant, soit pour discuter avec eux, pour savoir un petit peu comment eux, ils ont fait pour arriver à tel poste, donc ça peut être super intéressant, ou alors aussi pour leur dire directement, je cherche un stage, est-ce que vous pourriez m'aider, est-ce que vous connaissez des personnes, des contacts à qui je pourrais envoyer ma candidature. Donc ça peut être vraiment bien, puis ils peuvent envoyer directement votre candidature au RH ou à une personne vraiment qui sera en charge de votre dossier. Et ça peut faire directement monter certains échelons au lieu d'être sous la pile de CV qu'ils ont reçu à un certain moment. Donc voilà, je dirais que ce réseau social est très important. D'ailleurs, je me suis dit que moi, il fallait vraiment que je change mon visuel, donc j'ai un petit peu changé mon visuel, je me suis dit qu'il faut que ce soit quand même attrayant. Donc voilà, essayez aussi de quand même remplir votre profil, peut-être faire une bannière derrière, une belle photo, une petite descriptif, puis aussi essayer de bien mettre vos expériences professionnelles. Donc comme j'ai dit, pareil, vous pouvez mettre juste vos compétences si c'est des choses qui sont assez éloignées, puis bien décrire tout ça. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à ajouter même des personnes régulièrement qui sont dans le domaine, et c'est important, et c'est un vrai réseau social pour les professionnels, donc je trouve qu'il faut vraiment
l'utiliser et ça porte vraiment ses fruits. Pour ma part en tout cas, on avait transmis des CV. Ensuite j'avais déjà trouvé un stage, donc j'avais pas poursuivi la recherche, mais en tout cas ça a vraiment porté ses fruits pour ma part. Donc ensuite je passe à mon troisième conseil. Je pense qu'on l'oublie souvent, mais il faut faire marcher son réseau personnel. On connaît beaucoup de gens, il ne faut pas hésiter à parler à son entourage, à ses professeurs, si on travaille pour une entreprise ou si on a des clients à demander, voilà, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui... Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à faire marcher voilà, son réseau. C'est sûr que parfois on ne connaît pas vraiment de personnes dans le domaine, mais finalement en discutant avec quelques personnes et juste en disant je recherche un stage dans tel domaine, ah oui peut-être que la cousine de telle personne et tout saurait répondre à tes questions ou pourrait t'aider. Les professeurs aussi, des fois en France on a peut-être plus de professeurs par élève, mais en tout cas au Canada les professeurs sont plutôt prêts à nous aider. Donc voilà, je dirais qu'il faut aussi compter sur ce réseau personnel. Puis voilà, n'hésitez pas à parler à des gens. Il y a aussi, on a souvent beaucoup de personnes sur les réseaux, parfois on n'ose pas leur envoyer un message, leur demander du soutien, de l'aide. Par exemple, moi je suis au Canada, si quelqu'un cherche un stage au Canada, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, puis je pourrais vous aider, peut-être vous donner des pistes, peut-être vous donner des contacts. Donc voilà, je pense que c'est important et parfois on n'ose pas, on a peur de déranger la personne, mais je pense que chaque personne à ce moment donné, lorsqu'elle était à cette place-là, elle aurait apprécié qu'on fasse la même chose pour elle. Donc voilà, ne pas hésiter, vraiment c'est un très bon conseil. Et je vous conseille, voilà, je suis sûre qu'il y a au moins une personne dans votre entourage qui pourrait peut-être vous donner des renseignements et puis vous accompagner dans la démarche. Ensuite, mon quatrième conseil, donc là on arrive à la moitié, donc ce serait de élargir son champ de recherche. Puisque parfois on a une idée assez précise de ce qu'on cherche et au final on est encore jeune, on cherche du coup un stage. On ne peut pas dire qu'on a... Faut se laisser peut-être certaines portes ouvertes et finalement peut-être que s'il y a quelque chose qui est trop inaccessible dans un premier temps, peut-être que l'on pourra l'obtenir en passant par un deuxième chemin. Donc peut-être ne pas rester trop bloqué sur une première idée puis se dire non je veux vraiment ce stage là ou c'est très compliqué à obtenir, parce que ça peut entraîner aussi beaucoup de frustration. Puis voilà, il va falloir de toute manière trouver une solution. Parfois c'est trop difficile, ça vient pas forcément de vous, ça vient pas forcément de votre dossier, mais ça vient juste de, par exemple, une voie est peut-être trop empruntée par la plupart des personnes. Donc voilà, je dirais de peut-être envisager autre chose, peut-être sur le plan géographique, même si vous avez par exemple envisagé d'habiter dans une ville, dans un pays, voilà, peut-être envisager aussi d'autres options. Puis voilà, aussi au niveau vraiment du domaine, d'élargir. Pour ma part, c'est ce que je me suis dit quand je cherchais un stage en droit. Je me suis dit d'accord, pourquoi pas tout ce qui est coopération internationale. Au final, il y a quand même vraiment un lien. Et ensuite, je me suis dit finalement, c'est assez bloqué pour le moment pour ma part. Est-ce que j'irai pas voir ailleurs? Et c'est comme ça que j'ai fini en relations publiques. Et au final, je pense que peu importe le chemin que je prends, ma carrière va évoluer. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup, mais je suis persuadée que d'ici 5 ans peut-être que je ne ferai pas du tout le même métier que celui que je fais actuellement. Peut-être que si, peut-être que j'aurai beaucoup évolué, peut-être que finalement c'est ce qui me plaira. Peut-être que je dirai non, je veux reprendre mes études puis vraiment devenir avocate. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre trop de pression et que finalement aussi, voilà, même si on avait une idée en tête depuis tout petit, peut-être se dire qu'il faut aussi se laisser la chance de découvrir autre chose et peut-être qu'on fera une très bonne découverte. Donc ensuite, pour mon cinquième conseil, je dirais de faire une bonne lettre de motivation. Parfois il est assez compliqué de faire une lettre de motivation qui soit très destinée à une personne, à une entreprise particulière, parce que pour ma part, je sais pas combien j'ai envoyé de candidatures cet été, mais je pouvais pas me permettre de faire vraiment un paragraphe individualisé pour chaque entreprise. Mais j'avais quand même certains modèles que j'envoyais. C'était une entreprise en relations publiques, c'est une entreprise dans tel domaine. Et voilà, il faut quand même, je dirais que je parlais de moi, de mes qualités, de mon expérience, surtout peut-être au niveau des études, mais je parlais quand même aussi du domaine, en quoi ça m'intéresse, qu'est-ce que je pourrais leur apporter aussi. Donc voilà, il faut quand même être assez évasif, on va dire, si on veut envoyer un certain nombre de lettres de motivation identiques à plusieurs entreprises. Peut-être que c'est pas le conseil que beaucoup vous donneront, mais voilà, parfois on n'a pas le temps, on est en études, on a des choses à faire à côté, on ne peut pas se permettre de faire des lettres totalement individualisées pour chaque entreprise et c'est pas forcément ce qui va changer. Je pense que c'est aussi vraiment ce que vous dites dans la lettre, on va dire, et si l'entreprise arrive à avoir une certaine personnalité qui les intéresse, avoir un profil, avoir quelque chose... Et c'est pas forcément parce que vous allez dire oh votre entreprise qui a 500 personnes, qui est super développée à l'international, non. Non, je pense que c'est aussi votre personnalité qui va faire la différence. Il faut voilà, vraiment matcher et dire pourquoi
votre personnalité, pourquoi votre expérience professionnelle est pertinente et peut-être voilà ce que vous allez apporter, que vous êtes mettez en avant quand même vos qualités sans en faire trop. Donc ça, je pense que c'est un sujet assez difficile parfois, peut-être se rapprocher des professeurs. Et je pense que pour les lettres de motivation, il est important aussi de se faire relire. Et c'est aussi avec l'expérience, je pense que toute notre vie, on va peut-être être amené à faire des lettres de motivation. Enfin ici, en tout cas, il y a beaucoup de changements de carrière, on va dire, assez régulièrement. Donc ils sont amenés à faire des lettres très régulièrement. Et heureusement que la lettre de quand on a 18 ans, 20 ans, est moins bonne que lorsqu'on aura 40, 45 ans. Donc je pense que ça, il faut pas non plus se mettre la pression. Les gens savent que c'est un stage et que la lettre n'est pas forcément parfaite. On peut utiliser ChatGPT, mais voilà, je pense que il faut aussi que ce soit personnel et donc pas trop ressemblante aux autres. Donc voilà, faire quand même attention à tout ce qui est nouvelle technologie, on va dire. Donc mon 6e conseil et mon avant-dernier de cette vidéo est relatif à l'entretien. Donc je dirais que pour un entretien, tout d'abord, la meilleure expérience c'est de passer des entretiens, de passer des entretiens, de passer des entretiens. Et c'est avec la répétition que vous allez comprendre un petit peu la logique et que ce sera plus facile d'en passer de nouveau. Généralement on n'est pas très à l'aise, puis au fur et à mesure des entretiens on se dit ah, finalement les questions reviennent, puis je sais un peu mieux me positionner. Enfin pour l'instant moi je ne me suis pas trouvée face à des entretiens trop difficiles. On est en post-diplôme ou on est pendant les études, ils ne s'attendent pas à avoir un génie devant eux qui connaît absolument toutes les réponses. Donc c'est assez... voilà, faut pas non plus se mettre la pression. Pour ma part j'avais passé beaucoup d'entretiens pour mes jobs d'été en animation, des choses comme ça, parce que chaque année je changeais d'entreprise et parfois j'ai même passé plusieurs entretiens pour plusieurs étés et puis aussi pour partir à l'étranger en Erasmus. Donc on va dire que j'ai quand même une expérience, puis j'avais une pression là en me disant oh là là, le post-diplôme, comment ça va être? Est-ce que ça va être beaucoup plus difficile? Est-ce qu'on va me demander des choses très précises? Mais généralement non, on ne prétend pas non plus à des postes de haut directeur, de responsable, de je ne sais quoi. Donc non, les réponses sont quand même un petit peu pour savoir aussi notre personnalité, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, puis voilà aussi notre certaine aisance. Donc je pense qu'il faut surtout pas avoir peur, faut pas se mettre la pression. Parfois on peut avoir des questions un petit peu surprenantes. Bah moi par exemple pour mon entretien, pour l'entreprise actuelle, on s'est mis à me parler en anglais, puis on m'a pas dit ah oh, bah tiens on va te parler en anglais maintenant. Non non non, ils posent la question directement en anglais, donc il va falloir savoir réagir et répondre correctement. Ensuite souvent ils s'intéressent beaucoup à la personne en elle-même. Et pour moi les différents entretiens que j'ai passés ici, il y avait à chaque fois une période orale. Donc un entretien comme ça, mais vraiment pour savoir un petit peu, bah raconte-moi ta vie, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça, est-ce que tu te sentirais de faire ça, mais c'est vraiment assez évasif, puis c'est assez facile de répondre comme ça, qu'est-ce que tu préférerais faire. Et par contre il y avait une phase aussi écrite, pendant 1h30, 2h, où là j'étais chez moi. Il m'envoyait un document, puis j'avais vraiment 2 heures, je devais le renvoyer. Et là c'était quand même plus complexe, avec des questions assez précises, peut-être des recherches sur internet à faire en même temps. Donc je ne sais pas si ça se passe comme ça partout, mais je pense qu'il y a quand même souvent plusieurs phases, entre des phases orales, des phases écrites. Mais je pense que c'est aussi intéressant. Faut pas se mettre trop la pression, ils ne s'attendent pas non plus à ce que les réponses soient entièrement justes. Donc voilà, juste prendre son temps, ne pas paniquer, mais voilà, savoir qu'il peut y avoir quand même plusieurs phases pendant l'entretien. Pour ma part, je pense que tout s'est bien passé. Il y a souvent quand même ici des parties en anglais, des parties en français. Donc voilà, après ça se fait, puis c'est une préparation aussi à l'avenir et à ce qui nous attend pendant le stage. Et finalement, nous arrivons du coup au dernier conseil. Donc pour moi, le meilleur conseil et ce qui m'a permis de trouver mes stages au Canada. Tous les stages sur lesquels j'ai postulé, j'ai passé plusieurs entretiens, à chaque fois c'était la même chose. C'est de faire des candidatures spontanées. On va dire que le problème c'est que lorsque vous voyez une offre super intéressante, oui elle est super intéressante, mais elle est aussi super intéressante pour tous vos camarades, toutes les personnes qui ont étudié la même chose, et généralement on va tous postuler aux mêmes offres. Donc c'est à dire peut-être que généralement il y a certains sites où on voit le nombre de candidatures, il y avait 50, 60, 70 candidatures. En étant française, n'ayant pas de diplôme ici, n'ayant pas d'expérience extraordinaire, parce que comparé au Canada, en France, on ne travaille pas dans des postes très qualifiants pendant nos études. Ici, les étudiants ils peuvent travailler dans les ministères, ils peuvent travailler dans des grosses entreprises. Moi, dans l'entreprise où je suis, il y a des stagiaires et des personnes de mon niveau qui sont en études et qui travaillent en parallèle, et ça je trouve vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que nous en France on n'a pas du tout ça, on pense que oui c'est extraordinaire de faire 35 heures de cours par semaine, on sera des génies.
Ah peut-être, mais le problème c'est qu'une fois qu'on rentre sur la vie active, on tombe face au problème de on n'a pas d'expérience, personne ne veut nous recruter et pourtant nous avons un master. Donc voilà, je pense que c'est quand même un problème ici aussi parce que finalement nous on arrive avec notre dossier français puis on est en concurrence avec des Québécois qui eux ont acquis de l'expérience pendant toutes leurs études. À partir de la première année ils commencent à travailler à côté. Pas tous bien sûr, des fois ça peut être un peu difficile. Mais je veux dire, voilà, déjà à partir de la 2-3e année, la plupart travaillent dans des postes vraiment pertinents. C'est pas pour être pour dénigrer, mais moi en France, voilà, je travaillais à Burger King en master. Donc je veux dire, ici, ce serait pas vraiment envisageable. Ce serait pas du tout envisageable même. C'était pas pour dénigrer, mais voilà, juste pour dire un petit peu la comparaison. Et je pense que le modèle français serait amélioré sur ce point-là. Donc je dirais du coup que... Hormis ça, du coup, voilà, notre candidature peut passer sous le tas et ça peut être vraiment difficile d'être appelé déjà à passer un entretien oral au-delà du CV. Donc pour ça, j'ai choisi de passer par la voie des candidatures spontanées. Donc je ciblais des entreprises qui me plaisaient, qui semblaient pertinentes et en fait j'envoyais une lettre de motivation et mon CV directement par mail. Parfois c'est des infos, parfois c'est une personne si on arrive à obtenir son contact. Et parfois justement, soit ils cherchent un stage, une stagiaire ou un stagiaire mais ils n'ont pas encore publié l'annonce. Soit des fois ils n'avaient pas forcément pensé recruter mais au final votre profil vraiment les interpelle et du coup ils se disent ah ouais cette personne peut être super pertinente pour mon entreprise. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure voie. Parfois il faut savoir que ça peut être quand même difficile. Ici le recrutement au Canada se fait très tardivement. Ils mettent généralement une offre une semaine voire 2 semaines avant le début du stage pour dire ok on recherche un stagiaire. Ça aussi ça peut être une barrière parce qu'en France on a des démarches très longues avec l'université pour faire des conventions de stage et donc le délai de 2 semaines pour trouver un stage puis faire la convention et tout ça c'est assez limité. Mais en tout cas voilà, ici ils font tout au dernier moment, il faut le savoir, mais c'est aussi pratique parce que jusqu'au dernier moment on peut trouver un stage puis il y a toujours cette opportunité de changer si on n'a rien trouvé auparavant. Mais voilà, pour ma part, je trouve quand même difficile de trouver un stage, mais c'est quand même possible si on s'en donne les moyens. Et justement parce qu'ils recrutent aussi beaucoup de personnes de tout niveau. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé d'attendre la dernière année de master pour postuler. Donc peut-être pour juste rappeler au niveau des visas. Donc si jamais vous êtes en France et que vous faites vos études entièrement en France, vous n'êtes pas du tout étudiant en échange ici, vous allez devoir prendre un visa de stage coop pour venir faire un stage ici. Ensuite, si vous êtes par exemple un visa d'études, mais un visa d'études en échange, pareil, vous ne pourrez pas normalement faire de stage avec ce permis d'études, donc il faudra faire aussi un stage coop. Si par contre vous êtes français par exemple et que vous habitez au Canada et que vous faites vos études au Canada avec un visa d'études mais cette fois-ci vraiment rattaché à l'université ici, vous pourrez faire un stage et ce sera simplifié. Il y a aussi la deuxième possibilité comme j'ai faite, c'est si par exemple vous arrivez à la fin de vos études, vous n'avez pas d'emploi et vous n'arrivez pas à trouver d'emploi et c'est très compliqué. Il y a l'option de faire un stage après ses études, à la suite de ses études et cette fois-ci il n'y aura pas besoin de convention de stage. On appelle juste cela un stage parce qu'on va dire qu'on a une position particulière dans l'entreprise où on va être comme en formation puis on va être moins payé aussi que si on faisait le même poste avec un salaire vraiment de personnes embauchées. Mais hormis cet aspect, vraiment c'est aussi une très bonne opportunité de débuter dans la vie active. Donc c'est ce que je fais actuellement et j'espère que ça pourra déboucher sur une embauche prochainement. Donc voilà, si ça se passe, je vous mentionnerai rapidement et je fêterai cette nouvelle avec vous. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et vous aura éclairé un petit peu sur la démarche à ce si vous souhaitez venir au Canada effectuer un stage. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement en personne. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et bonne chance pour votre recherche de stage. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner au planning. Pour les prochaines vidéos, nous parlerons aussi de mes expériences passées en Écosse.
aussi lorsque j'avais 15 ans au Canada et peut-être aussi de ce que l'on ne dit pas lors des échanges ou lors de l'expérience à l'étranger, parce qu'il y a parfois des bonnes et des mauvaises surprises. En tout cas voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.